doivent s'organiser. Il faut mettre les moyens aussi dans ça. Il ne faut pas seulement avoir comme stratégie discréditer la CENI. Comme ça nous donne l'occasion plus tard de dire « Ah non, il y avait fraude, on a donné avantage à tel et contre tel autre ». Non, nous devons évoluer. Nous avons utilisé ces astuces-là dans le passé. Maintenant, nous devons nous organiser. Les partis politiques doivent s'organiser. On ne peut pas continuer à jeter la pierre sur l'autre quand on n'a même pas fait son devoir. Je vous ai parlé ici de l'enrôlement des électeurs. Un seul parti, avec 8 personnes, ça ne peut pas se justifier. La société est pourrie, nous devons le comprendre. Et parfois, quand on dit aux gens, nous ne pouvons pas faire ça, les gagnants seront les gagnants. Il n'y aura pas d'élus nommés. Nous le disons. Et les gens ne nous croient pas. Non, on ne le fera pas. Je vous dis, rappelez-moi ce que je vous dis ici. Nous avons dit à ceux qui pensent que la fraude électorale sera encouragée par l'équipe qui est en place. Ça ne se fera pas. Le banditisme électoral de vos prédécesseurs. On vient de nous dire ici qu'en 2018, il y a des gens qui n'ont jamais été candidats, qui ont été proclamés députés. Ce banditisme qui a conduit à la fabrication des résultats. De faire entendre sa voix. Et nous, le PPRD en général, et le FCC et le PPRD en particulier, le FCC en général, nous arrêtons ce forum à cet instant parce que jusqu'à présent, nous ne reconnaissons pas les bureaux là où nous ne sommes pas représentés et nous ne pouvons pas suivre parce que nous n'avons jamais participé à l'activité organisée par le bureau de la CENI, là où le FCC n'est pas représenté. Merci beaucoup. Merci pour cette marque de confiance que vous avez témoigné à notre famille en nous invitant. Merci pour l'organisation et au revoir. Le 20 décembre 2023, ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit. Et je le dis depuis day one. Je le dis depuis le premier jour. Et parfois, on ne me croit pas. Je le répète. Mes frères des partis politiques, mes sœurs des partis politiques, soyez prêts. J'ai perdu beaucoup de temps avec cette institution. Nous ne pouvions plus suivre la même procédure, contrainte calendaire que nous avons. Mais pour certains, il fallait recourir encore à une organisation de ce même type. Et pour nous, conscients du temps, nous avons pensé changer d'approche. Faute d'avoir pu avoir les services de l'OIF, nous avons recruté 2 internationaux et 3 nationaux après avoir lancé un appel à candidature. Et ça a été pris pour, comme si on ne voulait pas d'une institution, alors que le temps était déjà dépassé après tout ce que nous avons essayé de faire avec l'OIF. Donc c'est comme ça que nous avons pris cette équipe. Moi je me dis une équipe dirigée par la vice-présidente de la Commission électorale d'Afrique du Sud, c'est quand même quelqu'un de crédible, c'est quelqu'un d'expérimenté, ancienne députée en Afrique du Sud et tout cela, l'expérience, en tout cas, ce n'est pas ce qui lui manquait. Et les autres membres de l'équipe étaient tout aussi bons. On les a présentés comme les amis de Kadima. Bon, en réalité, je ne connaissais qu'une seule personne dans cette équipe-là. Ce ne sont pas mes amis. Alors, ils sont venus, ils ont fait un bon travail. Là aussi, nous leur avons dit, nous n'avons pas 21 jours, nous en avons 6. Ils sont venus, ils ont fait le travail en 6 jours, produisant un rapport de 138 pages. Et ce rapport est sur notre site web, site internet, et il est disponible. Il est en français comme en anglais. Donc, en fait, c'était faute de mieux. Notre premier choix, on s'est dit, l'OIF a fait ce travail en 2018 ou 2017, je ne sais plus. Nous allons ramener la même structure, mais cela n'a pas été possible. Alors, cet audit-là a
pourquoi je dis qu'ils ont fait un bon travail? Ils ont fait un bon travail et ils nous ont fait des recommandations. Parmi les recommandations qui ont été faites par ce groupe-là, ils ont demandé à la CENI de faire ce qu'on n'a jamais fait dans ce pays, c'est-à-dire publier anticipativement la liste des électeurs et la mettre à la disposition des partis politiques pour, ils l'ont dit, améliorer la confiance avec les parties prenantes. Et nous c'est une équipe que nous avons recrutée pour faire ce travail. Nous acceptons tout ce qu'ils nous ont fait comme recommandation. Donc nous sommes en train de nous organiser pour publier la liste des électeurs longtemps avant. Comme ça, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. À ce propos, il faut peut-être signaler quelque chose parce que je vois que parfois, certaines choses ont été dites. Nous nous replions sur nous-mêmes comme si cette expérience ou cette réalité n'a jamais été vécue ailleurs. En réalité, chez l'électoral, d'abord, nous savons que ce n'est pas une exigence légale, ce n'est pas une exigence légale. Nous savons aussi que ça peut faire partie des bonnes pratiques, dans ce sens que ça peut, cet audit peut générer beaucoup plus de confiance. Mais l'expérience au monde, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites après avoir établi vos listes? Il m'a dit que nous les donnons aux partis politiques, bien entendu, en cachant les données personnelles telles que l'empreinte, l'iris, s'ils en ont, eux ils n'en ont pas, peut-être c'est des empreintes digitales, la photo, ils ne montrent pas la photo, et même le numéro de la carte d'identité, nous n'avons pas ça ici, le numéro de la carte d'identité, on enlève les 4 derniers chiffres par exemple. J'ai appelé le président de la commission électorale sud-africaine qui m'a dit la même chose. Je me suis dit, bon, peut-être ça c'est l'Afrique australe, allons un peu en Afrique de l'Ouest. J'ai appelé la direction générale des élections du Sénégal, même chose. J'ai appelé un membre de la commission électorale de Côte d'Ivoire, même chose. En RDC, on nous demande de mettre à disposition des parties prenantes le fichier, je ne parle pas de la liste, le fichier électoral. Et quand on donne, comme les autres, la liste des électeurs, nous sommes attaqués, on n'est pas transparent, nous avons quelque chose à cacher. Ce n'est pas vrai, on n'a pas quelque chose à cacher. La réalité est que la liste des électeurs, c'est ça qui revient aux partis politiques. Ça leur permet de s'organiser, ça peut aussi leur permettre de vérifier si la liste est fiable. Parce que la liste, il y a des critères pour évaluer une liste des électeurs. En général, c'est l'unicité de l'électeur. Il ne faut pas un électeur soit là 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. L'unicité de l'électeur, l'inclusivité de la liste. Il ne faut pas qu'il y ait des communautés qui ont été exclues. Et puis, il y a évidemment l'exhaustivité aussi. Donc, c'est des critères comme ça. OK. Comme je dis, il faut peut-être qu'on en finisse, peut-être pour avoir plutôt des échanges. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Vous avez peut-être constaté que j'ai eu des réunions avec quelques leaders de partis politiques. Je l'ai fait, non pas parce que je ne voulais pas le faire, non. J'ai tenté depuis longtemps de rencontrer les partis politiques, particulièrement de l'opposition. Je ne sais pas si on peut la qualifier de radicale, ou bien, en tout cas, l'opposition qui ne voulait pas de moi-même et de mon équipe. J'ai tenté à plusieurs reprises. Ça n'a pas abouti, mais cette fois-ci, quand j'ai essayé, ça marchait. Donc, ce n'est pas que j'ai traîné les pieds. Je n'étais pas le bienvenu. Maintenant, peut-être quelque chose a changé. On m'a accepté et je les ai rencontrés. On a eu des rapports, enfin des discussions assez sincères. Et j'ose espérer que ça pourra aider dans le futur. Mais c'est un mécanisme ad hoc. Parce que déjà, vous pouvez déjà entendre dans les médias certains groupes qui disent « mais nous sommes aussi de l'opposition, pourquoi on ne reçoit pas ?» Mais tout compte fait, on a eu ces contacts-là. Et j'ai expliqué, parmi les choses que moi j'ai dites, j'ai expliqué à ces parties prenantes
que c'est contre-productif parfois cette approche qui a été utilisée durant les 3 derniers cycles et même ce 4e cycle, cette approche de se mettre en opposition avec la CENI plutôt que de se mettre en opposition avec son adversaire. J'ai expliqué que ça ne nous facilite pas la tâche parce qu'il ne faut pas penser que tout ce que la CENI est en train de faire, c'est pour frauder pour quelqu'un. Parce que c'est qu'on dit, on dit même qu'il y aura une fraude massive. Ils disent massive. Et moi, quand j'y pense, je me dis, mais je n'ai jamais tenu une réunion avec les 14 autres membres où nous parlons de la fraude. Croyez-moi, nous ne parlons pas de ce genre de choses. Nous travaillons. Il peut y avoir des faiblesses. C'est comme quand l'enrôlement a commencé, il y avait des faiblesses, surtout dans l'ère opérationnelle ouest du pays. Il y avait des faiblesses qui sont allées diminuant, plus nous apprenions, plus nous maîtrisions les choses, parce que vous vous souvenez, on n'avait pas une phase pilote. On apprenait. Donc, ce n'était pas... Moi, j'ai vu dans les pays où on manipule l'enrôlement des électeurs, vous allez voir que peut-être au nord, ça se passe très bien, mais au sud, ça se passe très mal. C'est comme ça qu'on manipule l'enrôlement des électeurs. Ici, nous avions des difficultés de même nature. On ne peut jamais dire qu'à Tchouapa, c'était mieux qu'à Mongala. Mais on peut dire que quand on est arrivé à l'Est, la CENI maîtrisait mieux l'outil. Oui, mais ce n'était pas de la manipulation. Et puis, quand nous avons sorti la proposition de répartition des sièges, qui aujourd'hui est une loi, donc ce n'est plus, donc c'est maintenant irréversible. Mais quand nous avons sorti cette proposition, je n'ai pas entendu des gens dire « Oh non, ce n'est pas plausible, ça ne reflète pas la réalité ». Pourtant, quand on veut frauder aux élections, la fraude commence avec l'enrôlement des électeurs. On fait des faveurs à certaines entités au détriment des autres. Mais quand vous voyez la répartition des sièges sortir et vous ne voyez pas cette manipulation, voilà un indice que le travail a été bien fait et dans l'honnêteté. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autres critères que ceux-là. Il n'y a pas d'autres critères. Alors, parce que si je demande dans cette salle, si je demande que la personne, sauf ceux qui ont refusé, mais ceux des Congolais qui sont ici, qui ont voulu s'enrôler, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu leur carte d'électeur? Je sais qu'il n'y aura pas une seule main. Bien sûr, vous pouvez me dire que votre carte s'efface. Ça, c'est une réalité que nous reconnaissons, mais nous sommes en train de résoudre ce problème-là. Mais qu'on dise que les 44 millions que nous avons enrôlés, ce n'est pas véridique, ce n'est pas vrai. En fait, c'est exact, c'est correct, parce que personne n'a été laissé de côté. Tout le monde a pu s'enrôler. Donc, c'est ça. Parce que nous sommes là avec les partis politiques, je vais terminer peut-être par là, si... non, je ne vais pas terminer par là, mais je vais presque terminer par là. Les partis politiques doivent comprendre que les élections se gagnent quand on se prépare. C'est quand on peut voir le niveau de désorganisation des partis politiques. Même avec les BRTC, on peut voir le niveau de désorganisation. Comme j'ai dit plus tôt, c'est peut-être un problème de moyens, mais ce n'est pas toujours le problème de la CENI. Il faut planifier, il faut s'organiser. Vous ne pouvez pas toujours compter sur l'observation de la CENCO. La CENCO fait de l'observation électorale comme une structure issue de la société civile. Les partis politiques sont intéressés par les résultats. Ils doivent vérifier, partis et regroupements, ils doivent vérifier si tout ce qui s'est fait correctement. Mais ils doivent s'organiser. Il faut mettre les moyens aussi dans ça. Il ne faut pas seulement avoir comme stratégie discréditer la CENI. Comme ça, ça nous donne l'occasion plus tard de dire « Ah non, il y avait fraude, on a donné avantage à tel et contre tel autre ». Non, nous devons évoluer. Nous avons utilisé ces astuces-là dans le passé. Maintenant, nous devons nous organiser. Les partis politiques doivent s'organiser. On ne peut pas continuer à jeter la pierre sur l'autre quand on n'a même pas fait son devoir. Je vous ai parlé ici de l'enrôlement des électeurs. Un seul parti
avec 8 personnes. Ça ne peut pas se justifier. Moi, j'ai vu en Égypte, je sais que ce n'est pas le meilleur exemple en matière de démocratie, mais je vous dis qu'en Égypte, les Muslim Brotherhood, les frères musulmans, ils sortent les résultats avant la commission électorale. Pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils sont organisés. Évidemment, c'est une structure basée sur une confession religieuse. Ils ont des mosquées partout, ils s'organisent. Ils ont les résultats, même avant la commission électorale. Quand elle est publiée, vous allez voir que la différence est marginale. Nos partis devaient arriver à ça. C'est pour ça que nous avons aussi encouragé le bureau de vote par bureau de vote. On doit ventiler les résultats bureau de vote par bureau de vote. Si vous n'êtes pas organisé, ça ne sera pas de la faute de la CENI. La CENI, c'est débat dans ce pays vaste où les gens, pendant que nous sommes là au sommet, les gens en bas font des choses que nous ne pouvons pas toujours vérifier. Et les partis politiques devraient jouer leur rôle plutôt que de penser que la CENI sera en mesure de tout faire pour eux. Allez, prenez, parce que c'est maintenant régi par la loi. Prenez les bulletins de vote. Nous aussi, nous ferons notre part. Mais organisez-vous. Ne rejetez pas toute la responsabilité sur la CENI, parce que j'ai vu même quand les policiers demandent de l'argent aux gens, les gens disent « Oh, la CENI ». Mais c'est notre société. C'est notre société. Elle est pourrie, nous le savons. Nous le savons, elle est pourrie. Vous savez combien de gens me demandent de les nommer? Vous n'avez aucune idée. Les gens sont là en train de dire la société est pourrie, nous devons le comprendre. Et parfois, quand on dit aux gens, nous ne pouvons pas faire ça. Les gagnants seront les gagnants. Il n'y aura pas d'élus nommés. Nous le disons. Et les gens ne nous croient pas. Non, on ne le fera pas. Je vous dis, rappelez-moi ce que je vous dis ici. Nous avons dit à ceux qui pensent que la fraude électorale sera encouragée par l'équipe qui est en place. Ça ne se fera pas. On peut aujourd'hui... anyway, laissez-moi dire autre chose, 2 choses avant de terminer. En 1 minute, je l'ai dit. Par rapport au BRTC, Bureau de réception et de traitement de candidature, nous n'avons pas le temps de prolonger. Parce que là aussi qu'on voit le désordre au niveau des partis politiques. Je pense que NDI a vraiment du pain sur la planche. Je ne sais pas où Daniel est. Oui, vous avez du pain sur la planche. Vous savez, nous avons déjà fait plus d'1 semaine. Nous sommes peut-être au 10e jour, je ne sais pas. On avait commencé le 25, le 26. Et ils n'ont pas encore soumis les dossiers. Et à la fin, on va nous demander de prolonger. Nous n'avons pas le temps de prolonger. En fait, quand on est en retard comme ça, ça signifie déjà que c'est un problème d'organisation. Des problèmes d'argent. Si vous avez un problème d'argent, hein, je comprends. Il y a un problème d'argent. Il n'y a pas que le problème d'argent, parce qu'il y a cette possibilité d'avoir les femmes sur votre liste. 50%. Pas partout. Les femmes sont partout. Hein? Les femmes sont partout, comme les hommes. Non, c'est une opportunité. Si vous n'avez pas d'argent, prenez le raccourci. Les femmes sont là. Mettez-les sur la liste, formez-les. Demain, elles seront tout aussi bonnes que vous l'êtes aujourd'hui. Alors, ça, c'est pour le BRTC. Il n'y aura pas de prolongation. 2e et dernier point. Le 20 décembre 2023, nous aurons des élections dans ce pays. Je vois, il y a beaucoup de prophètes qui disent qu'il n'y aura pas élection. Il y en a vraiment beaucoup. Je n'ai rien contre les prophètes, mais on nous dit qu'il n'y aura pas élection. Moi, je dis que sur le plan technique, nous sommes prêts. Notre difficulté, il est d'abord sécuritaire et puis financier. Mais même alors, même avec des moyens plus limités, nous continuons à faire ce que nous devons faire. Donc, le 20 décembre 2023, ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit. Et je le dis depuis day one. Je le dis depuis le premier jour. Et parfois, on ne me croit pas. Je le répète. Mes frères des partis politiques, mes sœurs des partis politiques, soyez prêts. On ne va pas reculer.
et c'est pour le bien de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une, deux. OK. Merci beaucoup. Alors, nous allons avoir un moment d'échange avec l'assistance, mais avant cela, j'aurais aimé, Président, que vous insistiez sur la partie où vous avez clôturé votre propos, à savoir la question de la sécurité et la question du financement. Deux questions qui ont souvent été débattues pendant ces 3 jours. Plusieurs sont entrés dans cette salle le premier jour en pensant qu'il n'existait pas de plan de sécurisation des élections. Il leur a été dit qu'un plan existerait, mais qu'il y avait des problèmes de mise en œuvre. J'aimerais savoir quel est le point de vue de la CENI aujourd'hui sur ce plan de sécurisation et sur sa mise en œuvre, et quels sont les défis auxquels la CENI fait face justement pour se rassurer qu'il existe un plan de sécurisation et que ce plan soit effectif sur terrain. La deuxième chose concerne bien entendu les finances. Vous avez évoqué cela comme une contrainte depuis très longtemps. Cette contrainte existe encore aujourd'hui. Où en est-on par rapport à ça? Et où en êtes-vous par rapport à vos échanges avec le gouvernement sur ces sujets? Oui, en ce qui concerne le plan de sécurisation du processus électoral, il faut d'abord noter que ça relève de la police. Nous avons un cadre d'échange avec le ministère de l'Intérieur, la police, un certain nombre de ministères. Je pense que le problème est un peu général. Ils ont des soucis financiers eux aussi. Parce que d'abord, il y a le nombre de policiers à leur disposition, il y a les moyens de communication, il y a les moyens de déplacement. Tout ça, c'est des sérieux problèmes qu'ils ont. Il leur faut 13 000 personnes, 13 200 nouveaux policiers. Et tout ça, c'est des contraintes. Et nous avons souffert de ça aussi durant l'enrôlement où le soir, il n'y a personne pour garder les lieux parce qu'il n'y a pas de policiers. Donc, il y a un plan, mais ça, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur et de la police. La CENI collabore en termes de leur donner des informations et même faire le suivi par rapport à leur financement, en faisant un peu de lobbying pour eux aussi. Mais ce n'est pas un plan auquel nous sommes associés en termes de développement, mais la mise en œuvre, c'est eux. Ça, c'est en ce qui concerne cela. D'ailleurs, ce qui fait qu'à l'est du pays, nous n'avons pas du tout droit au chapitre. Tout ce que nous pouvons dire, est-ce qu'on peut y aller? Dernièrement, c'était Kwamouth, on nous a dit qu'on pouvait y aller. Et puis, on a posé quelques sous-questions et on a trouvé que ce n'était pas très sûr. Nous avons dû suspendre. Donc, ça relève de ce ministère ainsi que de la police. Le financement, bon, je pense avoir tout dit. Le gouvernement aura des problèmes dans notre calendrier. Donc, il faut penser à des moyens plus rapides, donc plus coûteux. Donc, c'est un peu ça, les difficultés. Mais ça fait partie des risques. Nous les avons toujours évoqués comme risques parce que c'est au-delà de nos moyens de contrôle. Nous ne pouvons que parler des opérations, tout ce qui est technique, mais ce qui relève du gouvernement, nous faisons le suivi. Je suis persuadé qu'ils font aussi leurs efforts, mais ça dépend des moyens qui sont les leurs. Merci beaucoup. Alors, la parole va être donnée maintenant à l'assistance et on va commencer par une série de 5 intervenants. Je commencerai par des intervenants partis politiques. Merci, merci pour la parole. C'est M. Évariste Bouema du LGD. J'ai une ou deux questions, petites questions. Non, s'il vous plaît, dressons nos fronts longtemps courbés. Commençons d'abord par une chose précise. Nous n'aurons que très peu de temps et donc je vous encouragerai chaque intervenant à poser une question. Continuons avec les mêmes règles, évitons les longs... En parlant que l'ONU utilise le fichier de la CENI avant d'aller aux élections. Donc on savait que l'ONU
on devait faire le recensement. Mais lorsque, là déjà il y a un problème, lorsqu'il n'y a pas recensement et l'ONIP, bon, je sais que vous n'êtes pas là, vous ne représentez pas l'ONIP, mais l'ONIP recourt à votre fichier pour donner des cartes, ça pose déjà problème. Et puis, parce que nous parlons de la crédibilité du processus, donc ça pose problème. Et ma deuxième petite question, si vous n'avez pas de choses à se reprocher, pourquoi n'avez-vous pas-il laissé l'OIF, parce que vous dites que vous n'avez rien à cacher à la CENI, mais pourquoi n'est pas accordé assez... Bon, vous avez parlé de 21 jours, oui, je termine. Merci. Oui. Et puis, si non, je termine. Si, pourriez-vous préciser ce que vous disiez par rapport à l'OIF? Concrètement, non, si vous n'avez rien à cacher, donc pas seulement l'OIF, mais un cabinet international pour auditer le fichier de la CENI. Si vous n'avez rien à cacher, accordez du temps qu'on puisse auditer le fichier. Et je termine par la loi de répartition des sièges. Non, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. On va s'arrêter là. C'est important, je termine. C'est la table politique. Il y a beaucoup de politique dans la salle. D'accord, Tolérance. Je commence par la question de l'AMI. L'AMI voudrait bien comprendre, est-ce que dans ces pays, à chaque cycle électoral, la question qui revient à la fin, la vérité des urnes, de créer le Centre national de centralisation de résultats et qui fonctionnerait avec accréditation de témoins observateurs. Vous pouvez même mettre ce centre dans cette histoire comme ça, comment on l'appelle ici? Les chapiteaux, avec des écrans. Et comme ce que vous déclarez, le résultat bureau de vote, ça sera déjà fait au niveau de CELSER. Parce que le CELSER ne centralise que le résultat bureau de vote et dégage les voix obtenues par candidat. À la fin, on vous le transfère par voie électronique dans une salle avec accréditation de témoins, journalistes, observateurs, et tous les systèmes que le CNT, le Centre national de traitement que vous avez, ferait, ça serait au vu de tous. À ce moment-là, personne n'imposerait encore à Kadima la vérité des urnes. Parce que nous tous, on aura vu les résultats venant des urnes être centralisés en présence de tout le monde avec les nouvelles technologies que nous avons. Merci. Vous accéderiez-vous, Monsieur le Président Kadima, à cette proposition? Voilà la question. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole là, au fond, en cravate rouge. Présentez-vous chaque fois que vous prenez la parole, s'il vous plaît. Merci. Juvenal Kabwende, coordonnateur national de la centrale électorale de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle. Je voudrais donner une petite explication au président concernant le retard par rapport au dépôt des dossiers. Nous sommes là-dedans. La difficulté, c'est le mécanisme était lourd entre la DGRAT et le banque commercial. À ce niveau-là, le mécanisme était assez lourd et ça nous a donné des retards. Mais ça commence déjà à marcher. Et donc, d'ici, je crois, la semaine prochaine, vous allez commencer à recevoir des dossiers. Ça, c'était juste l'information que je voulais partager. Maintenant, la question, c'est par rapport aux cartes qui s'effacent. Qu'est-ce que la CENI préconise? Parce que les anciennes cartes ont été déposées lors de l'enrôlement, moyennant la nouvelle carte, et la nouvelle carte s'efface. Moi-même, j'ai une carte effacée, et donc pour faire des petites opérations, comme on n'a pas de carte d'identité, j'utilise le passeport. Qu'est-ce que vous avez pris comme mécanisme pour rapidement permettre aux Congolais d'avoir des cartes? Merci. Merci à vous. Alors, c'est une dame derrière en rouge, s'il vous plaît. On va prendre les deux dames ici et on terminera là pour cette première série. Elles sont côte à côte. Merci. Merci beaucoup. C'est Maître Gentil Soukoulati, président du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. J'ai suivi avec attention le président de la CENI. Je suis contente d'une chose. Je vais quand même lui dire ce que j'ai entendu ce matin.
un membre d'un parti politique dit ce matin, pourquoi Kadima tient aux élections maintenant? Je lui ai répondu qu'il tient aux élections parce qu'il a déjà publié le calendrier électoral qui doit être respecté. Et là, je suis, moi, très contente, mais en tant que société civile, je vous encouragerai à faire mieux le travail, mais surtout nous, en tant qu'observateurs, il faudrait qu'il y ait un renforcement de capacité de haut niveau par rapport aux agents de bureau des votes. Ça, c'est des 1. Des 2, ma préoccupation est celle-ci. Pour une carte dont les écrits s'effacent et la photo n'existe plus, comment le président de la CENI que vous êtes pense tenir à son calendrier et à ce respect de ce calendrier en organisant des élections avec cette carte-là. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'observateurs, dans la population, quand la population se plaint, nous entendons, mais nous disons aussi, ce sont nos préoccupations à nous. Qu'entendez-vous faire avec ce genre de cartes? Et nous sommes en train de courir derrière le temps par rapport à votre calendrier. Merci. Merci, maître. Juste à côté. Merci beaucoup pour la parole. Stella Esther Nyota, je suis secrétaire nationale chargée de la défense, LGD. Je voudrais juste revenir à une question qui a été posée le premier jour au directeur des cabinets de la CENI qui était ici, mais il n'avait pas pu nous donner une réponse. Puisque vous êtes là, je crois que vous pourrez quand même répondre. Au fait, c'est concernant la fraude électorale. Je tiens juste compte de la dernière partie de votre exposé. Vous avez dit dans votre phrase, la fraude commence avec l'enrôlement des électeurs. Je voudrais juste revenir sur la question des mineurs enrôlés. C'est vous-même, la CENI, qui avez fait savoir à la population qu'il y a eu des mineurs enrôlés. Je veux juste savoir, je reviens à la question qui a été posée par quelqu'un ici. Pouvez-vous nous donner les noms de ces centres-là qui ont enrôlé les mineurs? C'est très important pour nous, électeurs. Pouvez-vous aussi nous dire combien d'enfants ont été enrôlés? C'est très important. Et quelles sont les sanctions réservées aux membres de la CENI qui ont procédé à l'enrôlement des mineurs? Est-ce qu'ils ont été punis, sanctionnés? Quel est leur sort? Nous voulons savoir, c'est juste question de transparence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter là pour la première série. Et, Président, je vous donne l'occasion d'y répondre. OK. Nous ne faisons rien dans la précipitation. J'ai parlé de la vitesse des croisières. Il y a longtemps que nous faisons ce travail, et maintenant nous évoluons assez vite. Donc ce n'est pas dans la précipitation, le calendrier est là. Et puis surtout, le délai est constitutionnel. Si nous respectons la Constitution, nous devons aller vite, mais ça ne signifie pas qu'en allant vite, nous le faisons dans la précipitation. En ce qui concerne le fichier et l'ONIP, je pense que cette question devait être adressée à l'ONIP. La CENI enrôle les gens de 16 ans jusqu'au-dessus, et puis l'ONIP prend ceux qui ont moins de 16 ans, les militaires et les policiers, ainsi que les expatriés. Ainsi, ils auront le fichier électoral. Donc nous avons déjà fait notre part. Si ils continuent, parce qu'effectivement, nous leur avons donné l'équipement, les kits et tout ça, nous pourrons avoir le recensement général de la population. Oui, vous revenez à l'histoire de l'OIF en parlant d'un cabinet international. Il n'existe pas de cabinet international d'audit du fichier. C'est des experts individuels. Moi, j'ai été expert des Nations Unies en Mauritanie il y a peut-être une dizaine d'années, où j'ai fait leur audit en Mauritanie. Moi, individu, avec une certaine expérience, ils m'ont recruté pour ça. Il y a très peu de gens qui ont cette expertise. Même l'OIF, quand ils le font,
ils recrutent des indépendants. Ils n'ont pas des gens en leur sein qui soient experts en audit électoral. J'ai vu quelque part un politicien de notre pays qui est allé aux États-Unis demander des sanctions contre le président de la CENI. En le disant, il a donné comme argument, l'un des 7 arguments qu'il avait donné, du moins sur la page que j'ai vue, il a dit que le président de la CENI a refusé l'audit que lui proposait l'OIF, l'Union européenne et l'Union africaine. Je n'y ai jamais répondu, mais je peux lui dire que toutes ces 3 institutions n'ont pas de gens qui sont là assis, qui attendent qu'on les déploie. Parce que l'audit ne se fait pas beaucoup de fois, ça se fait très rarement. Alors personne ne va aller développer une expérience dans un domaine où on ne va l'appeler qu'une fois tous les 5 ans. Donc, ça, c'est ce qu'il faut noter. Donc, il n'y a pas un cabinet des experts en ça. On prend des gens, on les met ensemble. Ça, c'est à M. Évariste. M. Robert Dupalou, voilà. Vous avez demandé à propos des non-enrôlés des 3 territoires. Comment ils feraient partie du fichier s'ils ne sont pas enrôlés? C'est-à-dire, vous demandez si les non-enrôlés de Rutshuru-Masisi, s'ils font partie du fichier, s'ils font partie des 44 millions. Comment ils feraient partie s'ils ne sont pas enrôlés? Ah, ok. Oui, oui. Non, nous avons recouru aux données historiques. Leur performance en 2018. Et nous avons vu qu'il y avait vraiment une corrélation entre leur enrôlement en 2006, 2011 et 2018. Et nous avons cristallisé ces chiffres-là. Si nous n'avions pas fait ça, on ne pouvait pas avancer. Donc, au moins, nous considérons que c'est un acte de solidarité vis-à-vis de nos compatriotes. C'est 500 sièges moins 16. Ça fait 484. Donc le quotient est basé sur 484, pas sur 500. OK? Alors, la vérité des urnes, vous avez parlé des témoins à chaque niveau et vous avez même recommandé qu'il y ait un centre national des résultats. Nous sommes en train de travailler sur un modèle. Ça, je peux vous dire. Oui, oui. Madame, non, c'est madame, non, c'est monsieur Juvenal. Oui, les cartes qui s'effacent, et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Nous sommes vraiment, avec toute diligence, en train de travailler sur ça. Nous avons déjà le logiciel pour faire ça, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont déjà dans la base de données. Nous sommes en train de travailler sur ça, et nous allons ouvrir les antennes à toutes ces personnes. En fait, on devra commencer dans les 2-3 semaines qui viennent. Donc, on travaille sur ça. N'oubliez pas que même quand ces cartes-là s'effacent, il y a un numéro pré-imprimé qui ne s'efface pas. À partir de ce numéro-là, nous allons retrouver votre base de données et vous donner une autre carte. Et merci pour l'information à propos des DGRAD. Nous aurons une réunion avec DGRAD et le ministère de l'Intérieur pour voir comment ils peuvent améliorer leur système. Madame Gentil, voilà, je me rends compte que... Elle est revenue sur les cartes qui s'effacent, mais aussi elle a évoqué le besoin de renforcement de capacité des agents électoraux. OK, ça va. En fait, on recrute de nouvelles personnes, on va les former, on va tâcher d'améliorer notre méthode de formation. Si vous pensez qu'il y a des lacunes, on va le faire. On essaie toujours d'améliorer, mais on va tenir compte de ça. Et Madame Stella, vous parlez des mineurs enrôlés. Le nom des centres où ils sont enrôlés, c'est très facile. Je vous ai dit que toute personne qui est enrôlée, nous pouvons déterminer où ils ont été enrôlés et par qui. C'est ainsi que nous avons arrêté les gens. Ça vient à l'une de vos questions. Vous avez demandé
je n'ai pas le nombre ici, mais je peux vous dire que nous avons révoqué beaucoup de gens. Même aujourd'hui, avant de venir ici, heureusement, vous avez traîné, j'ai pu révoquer à peu près 30. OK? Malheureusement, sans état d'âme, parce que c'est des gens qui nous ont posé des problèmes. On a beaucoup révoqué. Il y a des gens qui ont été arrêtés, il y a des gens qui ont été déférés devant la justice. Malheureusement, à ce niveau-là, nous ne pouvons pas contrôler. Mais les sanctions, de notre côté, ça a été assez sévère. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, vous complétez, vous êtes de la CENI? La question, attendez, juste une seconde. Je vais commencer au fond de la salle d'abord. Au fond de la salle, il y a un monsieur debout là. Est-ce qu'on peut commencer par lui? Nous allons revenir, ne vous inquiétez pas. Nous avons le temps, nous sommes ensemble ici. Donc on va commencer par le fond de la salle, ici. De l'autre côté, juste là au milieu du couloir, juste au fond là-bas, on va prendre également une personne pour ne pas marginaliser le fond de la salle. Oui. Ouais. On va prendre quelqu'un au fond, on prend le monsieur là-bas, on prend quelqu'un juste au fond de la salle. Ne vous inquiétez pas, personne ne sera marginalisé alors que je donne la parole. Au fond de la salle, il y aura quelqu'un, n'est-ce pas? On prendra une autre personne en costume noir, chemise blanche, et on va remonter. On prendra l'AFDC qui insiste, on prendra les CID qui avaient insisté depuis le début aussi, et on prendra une autre personne en bleu. OK? Et on va vous revenir. Allons-y. Oui, ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole. Certains ont demandé avant vous, vous savez. Fidel Mbenga, de Justice et Paix Senco. Président Denis Kadima, au début de votre communication, vous avez fait un constat malheureux, que les processus électoraux en RD Congo ne bénéficient toujours pas de la confiance des parties prenantes. En tout cas, entre les lignes, c'est ce que vous avez dit. Alors, vous, Denis Kadima, président de la CENI, avec toute la maîtrise et connaissance des bonnes pratiques électorales, allez-vous accepter que les missions d'observation électorale, en l'occurrence la mission d'observation électorale Senco et CC, fassent les PVT, Parallel Vote Tabulation, ou le comptage parallèle des voix, ou sinon les PRVT, la vérification des processus et des résultats, devant crédibiliser les processus électoraux, avec espoir, doublé d'espérance, qu'il n'y aura pas contestation des résultats que vous allez publier. Parce que le manque de confiance est du fait de la non-acceptation des résultats que notre OGE a toujours publiés. Merci. Merci beaucoup. Alors, au fond, j'avais pointé une personne au fond de la salle, en costume noir, c'est ça? Vous êtes en costume noir et chemise blanche, c'est vous qui avez demandé? C'est lui, mais qu'il s'identifie. Merci beaucoup. Je suis Itiel Batoumike, chercheur à Ebouteli. Je voudrais remercier le président de la CENI pour sa disponibilité à répondre aux questions des participants. Et ma question est de savoir, puisqu'il a évoqué plusieurs marchés, commandes qui sont en cours, et j'aimerais savoir quels sont ces marchés précisément. Ça concerne quel matériel et quelle est la procédure qui a été suivie pour la commande de ces marchés, puisque parfois on se plaint qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, mais il me semble aussi que la transparence de ce côté-là n'est pas au rendez-vous, bien que le président ait parlé de la cellule qui a été mise en place pour la passation de ces marchés-là. Mais à ma connaissance, cette cellule-là est placée sous sa direction dans son cabinet. Quelle est l'indépendance en fait de cette cellule vis-à-vis de lui dans la commande et toutes les procédures, comment est-ce qu'elles sont claires, puisque rien n'est retracé sur les sites de la CENI par rapport à ces marchés et même par rapport à ces rapports d'activité et de gestion. Merci beaucoup. Là.
Merci, c'est Martin Foumou de l'IJICA. Président, je voulais poser la question par rapport à la loi sur la répartition des sièges, dont vous avez dit vous-même que c'est irréversible déjà. Je voulais savoir à quoi servira les données d'enrôlement qui peuvent être faites après que cette loi est déjà promulguée dans les zones où vous n'avez pas pu enrôler. Est-ce que c'est pour seulement faciliter à l'ONIP d'avoir des données pour compter son travail ou seulement pour faciliter cette procédure d'avoir des cartes d'électeurs? Et pourtant que les rapprochements faits de 2018 que vous avez fait à Lyon, est-ce que ça va se concorder avec la réalité d'identification que vous allez faire après? Merci. Merci beaucoup. Ici, chemise blanche, je crois. Pardon. Président Kadima, je suis Jean-Franck Elila Kako, AFDC-A, AFDC PIR, première force de la République. Vous avez insisté, et plusieurs fois insisté sur 2 points. La transparence électorale, l'inclusivité. J'ai une question, mais avec 2 sous-questions. S'il vous plaît. En 2018, le prédécesseur de la CENI, le bureau Nanga, a connu une pression après le vote pour ne pas exécuter les dépouillements dans les bureaux de vote. On a envoyé des avions par le gouvernement ou des personnes non autrement identifiées pour ramasser les bulletins ou tout ça dans les bureaux de vote. J'étais moi candidat dans mon territoire de Congo et j'en suis témoin. Est-ce que vous rassurez aux Congolais, président Kadima, que le dépouillement sera transparent et qu'il y aura réellement l'affichage de résultats bureau par bureau pour une transparence électorale? Deuxième préoccupation, l'inclusivité. Tout à l'heure, avant votre arrivée, plusieurs partis prenantes des leaders politiques, les acteurs politiques de notre pays insistent sur l'inclusivité, comme vous le dites, sur un cadre de concertation, sur mieux faire. Est-ce que vous allez accorder l'inclusivité à ce processus pour éviter la contestation électorale? Je sais ce que je dis parce que j'ai une maîtrise en démocratie et bonne gouvernance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Denis Kadima, président de la CENI. Je m'appelle Devos Kitoko. Je suis secrétaire général de l'ECID. Quand vous avez pris la parole, vous avez planté vous-même le décor que la CENI a une mauvaise réputation. Vous avez ajouté à tort ou à raison. Mais la réalité est que la CENI a une mauvaise réputation. Cette réputation tient à 2 niveaux. Le premier est politique. Les contestations qui ont marqué votre propre désignation à la tête de la CENI, ainsi que celles des membres de votre institution,
ces contestations brisaient la confiance dans cette institution. Deuxièmement, le banditisme électoral de vos prédécesseurs. On vient de nous dire ici qu'en 2018, il y a des gens qui n'ont jamais été candidats qui ont été proclamés députés. Ce banditisme qui a conduit à la fabrication des résultats et à la nomination des animateurs des institutions de la République, des députés provinciaux à la présidence de la République, ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas confiance dans votre institution. Quand vous avez reçu les 4 candidats déclarés à la présidence de la République, dernièrement, j'étais à l'antichambre et vous étiez à l'intérieur. Je pensais qu'aujourd'hui, avant votre arrivée, je vais assouplir ma soif. Et il y a des composantes qui sont sorties tout simplement parce qu'ils ont appris que vous venez. Donc la seule chance qui nous reste pour créer la confiance entre vous et nous les politiques, c'est la transparence et la redevabilité dans ce que vous faites. Monsieur le Président de la CENI, oui. La question, s'il vous plaît. Le président élu, Martin Fayoulou, vous a présenté un mémo avec 17 revendications, dont 11 à caractère technique qui concernent essentiellement la CENI et 6 à caractère politique. Et ces exigences, les 6 peuvent être réglées ailleurs parce que ça vous concerne vous-même. Ma question est la suivante. Vous avez promis aux 4 leaders de revenir pour répondre à leurs revendications. Et jusqu'à présent, ça fait une semaine, silence radio. Et nous avons dit, étant donné qu'on n'a plus confiance en votre institution, et que seuls vos actes vont légitimer et nous faire confiance que le processus sera transparent, nous avons dit que nous ne déposerons pas nos dossiers tant que nous n'avons pas de réponse à nos revendications. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas si ce que l'IDPS avait connu en 2006, où on a enrôlé sans enregistrer l'IDPS, et l'IDPS ne pouvait pas aller en enrôlement, et l'IDPS a été enregistré au ministère après l'enrôlement. La raison pour laquelle l'IDPS avait boycotté les élections. Est-ce que vous attendez après la clôture des dépôts de dossiers pour répondre à nos revendications, de façon à nous mettre devant un fait accompli, parce que vous savez que Martin Fayoulou, c'est un homme qui sait dire oui quand il le faut et non quand il le faut. Vous êtes en attente d'une réponse, si on peut clôturer là. Ok, merci. Alors, on prend une parole ici, et puis je vais quand même prendre le monsieur en chemise bleue ici et avancer, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Innocent Andia, Ensemble pour la République. Je n'avais pas posé de questions, mais c'est quand le président Kadim m'a parlé qu'il a réveillé mon attention. Allez-y. Écoutez, il dit, connaissez-vous le nombre de gens qui me demandent de les nommer? Heureusement qu'il a dit par la suite qu'il n'a pas donné accès à ces gens-là. Il dit non, je suis catégorique. Ce qui prouve à suffisance qu'il y a des gens qui ont été nommés. Donc c'est une affirmation d'une pratique que les gens de l'opposition décrient et que les autres nient. Il dit, connaissez-vous le nombre de gens qui me demandent de les nommer? C'était juste une pichenette. Oh, dis donc. Tu n'as pas compris la teneur. S'il vous plaît, allez-y. Monsieur le Président, Monsieur le Président, quelle est la teneur
du communiqué 031 de votre bureau qui démontre une brouille entre la CENI et le ministère de l'Intérieur par rapport au BRTC, la présence des agents du ministère de l'Intérieur. Merci. Allez-y. Monsieur Blaise Miangou Birek. Je voulais compléter la question de madame, on dirait elle a pris la part de ma question. Je voulais compléter par rapport à ce qui s'est dit, parce que je l'ai suivi plusieurs fois. On dit qu'il y a des gens qui sont enrôlés, parce que dans ces processus d'enrôlement, il y a deux choses qui surgissent. Il y a les gens qui se sont plusieurs fois fait enrôler, et puis il y a aussi des cartes électeurs qui perdent leur contenu. Alors moi, je voulais savoir la sanction réservée pour ces gens-là qui se sont fait enrôler plusieurs fois. Et j'entends de votre bouche, encore aujourd'hui, parce que je suis plusieurs fois à la radio, vous dites que non, on évacue tout et puis on reste une seule... mais comment ça, quelqu'un qui est dans la tricherie et puis voilà. Donc moi, je ne sais pas comment est-ce que... Qu'est-ce qui justifie ça? Parce que ça sabote déjà le processus, mais la personne est là. S'il y a moyen, qu'on peut même afficher les noms de ces gens-là qui sont fait enrôler plusieurs fois, pour qu'on sache quand même les gens qui ont tenté de saboter les processus. Et les deux, par rapport aux cartes d'électeurs, la sanction qui est réservée à l'entreprise soumissionnaire qui a fait à ce que nous ayons des cartes d'électeurs, mais qui ne durent pas. Merci. Donc, vous avez fait deux choses. Vous avez parlé de sanctions vis-à-vis de ceux qui se font enrôler deux fois ou plusieurs fois. Et vous parlez également d'une éventuelle sanction contre l'entreprise qui aurait offert un matériel de moindre qualité. C'est ça. OK. On va prendre cette série. Je parle sous contrôle de Patty, dont je cherche l'attention, pour vraiment me préciser à quel moment on doit impérativement s'arrêter. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes dans la salle, et on ne rencontre pas le président de la CENI tout le temps, mais on doit aussi respecter le timing, hein, et le sien aussi, par ailleurs. Merci, Nick. La première question, c'est M. Fidel de la CENCO. Vous demandez si le PVT sera autorisé. À ce que je sache, le PVT n'est pas interdit. En fait, le PVT, c'est la compilation parallèle des résultats. Mais je dois vous dire que la CENCO a fait un PVT en 2018. Il faudra qu'à votre niveau aussi, vous améliorez la méthode. Il y a des faiblesses dans votre méthode. Ça va demander un grand développement ici. Pour que vos conclusions soient plausibles, il faut que votre méthodologie soit améliorée. Je sais que le centre Carter qui devait vous aider n'était pas là. Donc, mais il faut améliorer la méthode. Mais sinon, sur le plan légal, ce n'est pas interdit. Monsieur de Ebouteli, oui. En fait, le grand marché qui reste pour le moment, il y a plein de petits marchés. Vous savez qu'il y a la bureautique. Quand vous votez, il faut l'encre, il faut ceci. Il y a tout plein de choses. Mais également, le fait que nous ayons perdu beaucoup de temps, ça nous met en difficulté. Alors, le grand marché qui reste, c'est la machine qu'on appelait avant machine à voter. Maintenant, il y a un nom légal dans la loi. On l'appelle le dispositif électronique de vote, DEV. Peut-être on va s'habituer à ça. C'est ça le grand achat à effectuer. Mais vous comprenez que comme nous avons déjà des machines, des Mirou, et que dans la loi sur la passation des marchés, quand quelqu'un a un brevet de fabrication, comme c'est eux qui ont fourni avant, tout ce que nous demandons, c'est un avis de non-objection. Donc nous sommes dans cette procédure-là. Donc il y a plein de choses. Hein. Les bulletins de vote, il faudra qu'on les fabrique. Il y a plein de choses qu'il faut faire. Et la crainte que j'ai, c'est plutôt le souci du temps qui n'est pas avec nous. Oui, vous dites que la cellule de passation de marché dans mon bureau, non. La loi sur la passation de marché fait de moi, en tant que président de l'institution, elle fait de moi l'autorité contractante. Allez lire la loi. OK. Monsieur Martin,
les données d'enrôlement reçues après, à quoi serviront-elles? D'abord, l'enrôlement que nous allons faire dans les 3 entités concernées vont permettre à nos compatriotes de ces endroits d'avoir la carte d'électeur. Ils ne l'ont pas. Ils ont des sièges qui leur sont réservés, mais ils n'ont pas de carte. Donc, ils vont avoir les cartes. Et les données vont rentrer dans le fichier électoral et seront aussi transmises à l'ONIP. Donc, c'est la même démarche, seulement que c'est fait après l'enrôlement général. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est comme ça que je vois la réponse. Monsieur Jean-Franck, de AFDC, la question exactement c'était est-ce que nous allions publier les résultats bureau de vote par bureau de vote? Je l'ai déjà dit. Quoi d'autre? Est-ce dire que toute personne qui réunit les conditions, il lui sera permis de s'enrôler et de s'inscrire comme candidat? Nous n'avons pas l'intention. S'il y aura la pression du gouvernement, pour ne pas afficher quoi, les résultats. Vous parlez de quel point? Sur la transparence électorale. C'est la CENI qui gère les élections. Donc, c'est nous qui gérons les élections. D'ailleurs, je vais revenir à ça parce que monsieur de l'ensemble a posé une question et entré justement notre indépendance. Je pense avoir répondu à vos questions. Monsieur DeVos, vous dites que, bon, après une longue introduction, vous avez dit notre désignation a été contestée. Vous avez parlé du banditisme électoral de l'équipe passée. Et bon, bref, je ne voulais pas trop parler de ma désignation parce que c'est une question qui a toujours divisé. Parce que les gens reconnaissent que je réunissais quand même les conditions pour être à ce poste. Et on ne m'a jamais rejeté parce que j'avais posé un acte immoral ou bien parce que je n'étais pas à la hauteur. On a voulu m'écarter pour des raisons que je ne contrôle pas. Alors, 6 de 8 confessions avaient voté pour moi et les 2 restantes, plus tard, les ont rejointes. Ce qui fait que je suis membre de la CENI, le membre de la CENI qui réunit l'unanimité. J'ai 100% de voix. Donc, je me considère comme légitime et légal. Parce que et les catholiques et les protestants ont rejoint les 6 autres. Donc, continuer à parler de ma désignation, c'est une distraction. Okay. Alors, vous avez dit, vous avez dit que les 4 leaders, je pense que c'est la question la plus importante que vous avez posée, les 4 leaders attendent que je réponde. Ils m'avaient posé cette question, quand est-ce que je peux leur donner une réponse? J'avais dit que cela relève de la plénière de la CENI. Or, au moment où j'avais la réunion avec eux, j'étais en réunion avec eux, tous les membres de la plénière, dont les 14 autres que moi, étaient déployés à l'intérieur pour superviser les opérations de BRTC. Et je leur ai dit qu'ils revenaient le 15. Or, le 15, c'est la date limite. Alors, à la lumière des discussions qu'on a eues, je les ai rappelés. J'ai demandé que tout le monde soit de retour au plus tard, aujourd'hui jeudi, pour que demain, nous ayons la plénière de la CENI. Donc, la réponse que vous attendez, vous l'aurez demain. OK? Mais ce n'est pas moi qui vous avais demandé de ne pas participer. Ah oui. Parce que vous aviez dit que vous n'alliez pas participer à travers votre leader. C'était d'ailleurs le même jour que j'ai annoncé, j'ai convoqué l'électorat. Vous avez dit que vous n'allez pas... Non, c'était un peu plus tôt. Vous avez dit que vous n'allez pas participer. Maintenant, vous me faites pression pour que je décide vite, alors que vous-même, vous avez déjà dit non. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. Non, ne donnez pas le micro, ce n'est pas un ping-pong. Mais en fait, là, c'est pour vous montrer. Vous savez, si j'étais de mauvaise foi, j'allais aller vite en besogne pendant que vous boycottez. Mais j'ai demandé quand même de rencontrer le président Fayulu de bonne foi.
Parce que, et là je rejoins encore M. Jean-Franck, c'est parce que nous voulons l'inclusivité. Si on était de mauvaise foi, on allait dire, ah, tu profiter, moi ça tu profiter. Non, malgré ça, j'ai demandé qu'on se voit et j'espère qu'on va trouver un compromis parce que je le veux comme candidat et je veux aussi que vous soyez candidat. Ok. Alors, Monsieur Innocent de Ensemble, non, quand je dis que les gens veulent être nommés, nous tous ici dans cette salle, nous savons que il y a certaines pratiques qui peuvent avoir prévalu. Moi, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas vu ça. Mais tout le monde parle des gens nommés et tout ça. C'est pour ça que moi, j'essaie de vous rassurer, pour vous dire que, quel que soit le montant que vous allez m'amener, je ne le prendrai pas. Je ne pourrai jamais me compromettre. J'ai de la dignité. OK? Nous sommes un pays un peu traumatisé. Il y a, tout le monde le dit, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais il ne faut pas penser que tout le monde fera la même chose parce que nos motivations sont différentes. Vous savez, moi j'ai pris cette fonction ici quand j'ai eu 60 ans. Donc, je ne suis pas un gamin. Je suis pratiquement à l'âge de la retraite. Ce n'est pas les moyens qu'on va me donner qui vont me motiver. Je suis motivé par autre chose. OK? Donc, il ne faut pas qu'on pense que tout le monde va faire certaines pratiques. Là. Je ne vais pas les faire. OK? Et bon, M. Kitoko disait que vous allez me juger par mes actes, n'est-ce pas? Et moi-même, c'est ce que je vous demande. Jugez-moi par mes actes. Ne me jugez pas parce que j'ai un patronyme Kadima. OK? Ne me jugez pas parce que je m'appelle Kadima Kazadi. Ça sonne mal à vos oreilles peut-être. Je ne parle pas de vous personnellement. Mais je dis d'une façon générale, évitez de me juger sur base de ma tribu. Nous reculons. J'ai entendu des gens dans une assemblée comme celle-ci dire que tel est de telle tribu, tel autre de telle tribu. Ils sont tous de la même tribu. Je n'ai pas choisi. Posez-vous plutôt la question, est-ce qu'il a les compétences? Moi, je suis votre compatriote. Je devrais, si je fais un bon travail, je devrais faire votre fierté. Pourquoi vous ne voyez en moi que mes origines? Jugez-moi par mes actes. Et je vous dis, quelqu'un qui fait attention saura que les actes que je pose... Jusque-là, je n'ai pas encore entendu quelqu'un, à part les spéculations, je n'ai pas encore entendu quelqu'un m'accuser comme on a peut-être accusé ceux qui ont géré les élections, par exemple, en 2011. Je n'ai pas encore entendu ça durant tout ce processus. J'aimerais qu'on me dise, Kadima, tu as fait ceci ou bien tu n'as pas fait ceci. J'attends. Je vous dis, nous allons gérer ce processus avec intégrité. D'ailleurs, je vous entends crier. Non, ils vont faire ceci. Fraude, processus chaotique. Vous êtes trop dur dans vos jugements, dans votre jugement. Vous êtes trop dur. Moi, je vous dirais, vous êtes un leader. Les gens vous écoutent. Les gens vous suivent. Mais respectez-moi aussi. Vous ne pouvez pas vous mettre à la radio, dire des méchancetés sur moi. Vous ne pouvez pas, un des leaders, aller aux États-Unis demander des sanctions contre la personne de Kadima. Non, ne personnalisons pas les choses. Je n'ai pas peur de ces sanctions. Pourquoi? Parce que je sais que jusque-là, j'ai travaillé avec intégrité. Et je continuerai à travailler avec intégrité. Moi, je vous demande vraiment, j'ai demandé ça aussi aux 4 leaders et à M. Mouzito. Nous ne pouvons pas aller de cycle en cycle en nous attaquant à titre individuel. Il faut sanctionner tel, il faut... Non. Moi, j'ai toujours ouvert ma porte. C'est ceux qui n'ont pas voulu de moi, qui n'ont pas voulu venir. Maintenant que c'est fait, on pourra trouver un terrain d'entente, mais dans le respect de l'indépendance de la CENI. Tous, nous voulons aussi la transparence, bien sûr, mais n'oublions pas que c'est une institution indépendante et les législateurs l'ont voulu comme tel, ce n'est pas par hasard. C'est ce qui fait que quand nous avons vu un communiqué du ministère de l'Intérieur demandant déployant des agents dans des bureaux de réception et de traitement de candidatures, nous avons du coup instruit notre personnel de ne pas les accepter dans nos installations, parce que nous sommes une institution indépendante. Jugez-nous par nos actes.
Je pense que, bon, M. Burek, M. Blaise plutôt, voilà, non, vous m'avez mal compris. Quand je dis que nous considérons que le dernier enrôlement, en fait, il y a des cas, je n'ai pas voulu donner, il y a des cas où nous radions tout le monde. Mais il y a des cas aussi où il y a des gens enrôlés plusieurs fois, une ou deux fois. C'est peut-être pas, ça peut être des gens de bonne foi, ils pensent que je dois avoir une carte de réserve. Mais il y a des gens qui sont enrôlés 200 fois. Oui. Il y a même quelqu'un, je crois à l'Équateur, qui a enrôlé, en fait, qui n'a pas, c'est-à-dire, il a enrôlé les gens, il a pris leurs empreintes, mais il a utilisé son propre iris 200 fois. Oui. Alors maintenant, c'est un dilemme. On le garde, on enlève ces gens ou bien on les garde. Nous étions obligés de les garder parce que c'est lui qui a pensé que ça facilitait la tâche. Ou bien quand les gens se débattent avec les empreintes, là, il dit « Ah, bon, Satan », il met sa main. Ça, c'est quelle question encore? Je pense que c'est... Ouais. Oui, c'était quoi encore? C'est sur l'entreprise. Est-ce qu'il y a, vous envisagez une action contre l'entreprise dans la mesure où elle a donné des matériels défectueux? En fait, le matériel, effectivement, c'est l'entreprise, ce n'est pas généralisé, hein, parce que ça peut être peut-être 100 000, moins que ça. Mais ça reste un problème, on ne va pas écarter 100 000 personnes. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a expliqué qu'ils ont utilisé une colle. En réception des candidatures, il y a des gens qui vont s'enrôler sur place, plutôt des étuis cette fois-ci, en attendant qu'on généralise une meilleure technique. La sanction, ce n'était pas une sanction comme telle, mais c'est qu'ils nous remettent dans nos frais, c'est-à-dire ils ne vont pas nous faire payer l'acquisition de ces cartes et tout ça. Ce n'est pas la sanction du genre on ne va plus travailler avec vous, d'autant plus que c'est un petit pourcentage qui a été affecté, ce n'est pas tout qui a été affecté. Je pense que c'était ça. Oui, je pense que c'est... Alors, chers participants, nous sommes désolés. Nous allons devoir interrompre cet échange en remerciant le président pour sa disponibilité. Et je rends la parole donc à Dani qui va nous amener vers la clôture de cet événement. Merci beaucoup à tous. Merci Nick. Merci Président pour votre disponibilité. On apprécie beaucoup que vous soyez prêtés à cet exercice. Comme vous nous l'avez promis, vous avez tenu parole. Merci, Président. Et à la prochaine. Les participants sont priés de rester dans la salle. Après le retrait du Président, nous allons procéder à la ceinture.